On va pouvoir commencer, veuillez nous excuser pour notre petit retard. Bonsoir à tous et merci d'avoir rejoint notre visioconférence La mobilité urbaine, le défi de la mobilité de demain, organisée par la ville du Kremlin-Bicêtre dans le cadre de ses assises de l'écologie populaire lancées le 7 mai dernier. Des sujets comme le logement social ont déjà été abordés, mais la thématique de ce soir, c'est la mobilité urbaine. Je suis Antonella Francini et je vais animer la discussion de ce soir. Nos deux invités suivent de très près la question de la mobilité urbaine. Marianne Thébert, plutôt du versant de la recherche. Bonsoir Marianne et merci d'être avec nous. Je crois que le micro est Oui, éteint. j'ai activé, pardon. Bonsoir. Et Sébastien Bayeul qui nous parlera de l'initiative WeMove. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Dans un premier temps, on va commencer par une intervention de nos deux invités. Puis, dans une trentaine de minutes, vous qui regardez la conférence depuis chez vous, pourrez poser vos questions soit à l'écrit, je les lirai et je les poserai à nos invités le moment venu. Vous pouvez les poser dès maintenant et on les listera pour plus tard. Vous pouvez aussi attendre le moment des questions pour les écrire ou les poser de vive voix à nos invités. Si vous le souhaitez, on peut vous donner la parole et on sera ensemble jusqu'à 20h30. Donc, pour commencer, quelques mots sur nos invités. Marianne Thébert est chercheuse et enseignante au laboratoire Ville, Mobilité, Transport à l'Université Gustave Eiffel. Elle est spécialiste de la mobilité urbaine, de l'action publique dans le domaine de la mobilité, des transports, de l'utilisation de l'automobile en ville, des enjeux pour les périurbains, des déplacements en Île-de-France, entre autres. Sébastien Bayeul est directeur régional de WeMove en Île-de-France. C'est une initiative qui est née de l'organisation de covoiturage à l'université de Nanterre en 1995 pendant une grève de transport. Et aujourd'hui, les domaines d'action de WeMove se sont élargis et le projet est d'impulser une mobilité inclusive, accessible à tous, notamment aux plus défavorisés, en prenant compte de la problématique environnementale. Donc, pour revenir au thème de notre conférence, la mobilité urbaine, elle est au cœur du quotidien de tous les citadins, mais aussi de celui des habitants des périphéries et même des zones urbaines. J'aimerais prendre pour exemple deux faits d'actualité qui nous permettent d'aborder et de comprendre un petit peu les enjeux de la mobilité urbaine. Tout d'abord, le mouvement des Gilets jaunes qui avait commencé en octobre 2018 nous a montré que les enjeux qui entourent la mobilité urbaine peuvent être explosifs. Cette mobilisation avait commencé avec une augmentation du prix de l'essence suite à la création d'une nouvelle taxe écologique. Et les habitants des zones périurbaines et rurales principalement s'étaient rassemblés dans les métropoles, dans les villes, en rappelant que leur vie était dépendante de l'usage de la voiture individuelle. Dans une actualité plus récente, la mobilité urbaine a été quasiment réduite à néant pendant certaines périodes de la crise sanitaire, comme les différents confinements. Pendant des mois, tous les travailleurs qui en avaient l'opportunité ont travaillé depuis chez eux et ça pose bien sûr des questions sur l'avenir de cette mobilité et sur l'avenir du fonctionnement des villes. Donc, cette mobilité urbaine fait intervenir différents acteurs, comme je le disais, les citadins, bien sûr, mais aussi les périurbains et les ruraux, l'État, les pouvoirs locaux, des entreprises privées, mais aussi des acteurs indépendants et associatifs. On le verra dans quelques instants avec Sébastien Bayeul. Pour le moment, je vais laisser la parole à notre invitée Marianne Thébert. Je vais lui proposer de se présenter et qu'elle nous raconte sur quoi porte sa recherche. Merci beaucoup, merci Antonella et merci. Bonsoir à tout le monde. Donc effectivement, je m'appelle Marianne Thébert. Je ne sais pas si je suis spécialiste de tout ce qu'Antonella a listé, mais effectivement, on est obligé de s'intéresser à tout parce que la mobilité et la ville, c'est vraiment un tout systémique et on peut pas dissocier les choses. Donc moi, je travaille effectivement sur ce qu'on appelle la mobilité quotidienne. Donc, c'est celle qui permet de faire toutes nos activités quotidiennes, travailler, aller voir des amis, etc., faire des achats. Et en général, on l'assimile à ce qu'on appelle la mobilité locale, c'est-à-dire celle qui se situe dans un rayon de 80 km autour du domicile. C'est une assimilation qu'on fait qui est partiellement vraie et qui commence à être de plus en plus fausse parce que, par exemple, on a maintenant entre 8 et 10% des actifs qui vont travailler dans une autre agglomération que la leur. On parle d'aire urbaine, hein, c'est-à-dire qu'on associe la zone dense et puis toutes ces couronnes périurbaines qui ressemblent à de la campagne, mais qui en fait sont totalement solidaires fonctionnellement de l'agglomération. Et donc voilà, on a de plus en plus d'actifs qui font des déplacements importants pour aller travailler. Et ça me permet peut-être de faire un petit point très synthétique sur les évolutions de la mobilité quotidienne des individus, individuels aussi, on dit tout un tas de qualificatifs.
même on peut remonter jusque dans les années 60, ce qu'on constate, c'est que ce qui a énormément évolué, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'évidemment, nos moyens de déplacement se sont énormément technologisés, on a une capacité de vitesse extrêmement importante. En revanche, et peut-être que c'est contre-intuitif ou peut-être que vous le savez parfaitement, mais le nombre de déplacements que nous effectuons par jour, c'est-à-dire les activités que nous effectuons grâce à la mobilité, ce nombre est relativement stable. Il évolue assez peu. Et ce qui évolue aussi assez peu, c'est le temps qu'on consacre chaque jour à cette mobilité, à ces déplacements. Ça, c'est ce qu'on appelle la constante de Zahavi. Je vous épargne les choses, mais c'est pour vous dire qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus et qui constatent une espèce de permanence comme ça, à la fois dans le temps et dans l'espace, hein, dans toutes les grandes villes. Et en fonction de leur taille, c'est pas tout à fait le même temps, mais voilà. Donc ça, je crois que c'est important de le dire parce qu'on verra que ça a beaucoup d'impact, d'implication quand on raisonne sur la mobilité. Et pour finir, moi, je travaille aussi sur les politiques de mobilité. Et là, ce que je voudrais dire, parce que c'est quelque chose que je partage avec tous mes collègues qui travaillent sur le domaine, c'est qu'on est très attentif à ne pas travailler uniquement sur des flux, uniquement sur du transport, mais sur ce que signifie la mobilité pour les individus, en termes de mode de vie, en termes d'insertion sociale, économique, et puis ce que ça signifie aussi pour l'espace, pour les territoires. Et ça veut donc dire qu'il ne faut pas avoir une approche transport et même uniquement mobilité, mais il faut parler, quand on parle de politique de mobilité, de politique d'aménagement, d'urbanisme, de logement, d'action sociale, etc. Alors, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce que si on sectorise les choses, c'est bien parce que c'est difficile de tout englober, et on ne peut pas tellement reprocher aux acteurs publics d'être un peu, parfois, le nez dans leur secteur d'action publique, mais c'est vraiment essentiel quand on parle de mobilité. Voilà, donc c'est une question qui va demander beaucoup d'arbitrage politique et de concilier des choses qui ne sont pas forcément conciliables, parce que si on retourne sur la mobilité et sur tout ce que ça signifie pour nous, tous les enjeux qui sont associés à ce phénomène, il y en a énormément, ils ne sont pas toujours tous conciliables. Alors si on reprend, je vais peut-être là rapidement partager mon écran. Alors, 2 petites secondes, pardon, évidemment. Je ne suis pas tout à fait prête, même si on avait tout bien révisé. Voilà, hop. Simplement pour commencer avec l'enjeu environnemental. Alors, est-ce que vous voyez mon beau PowerPoint? Oui. Merci. Oui, c'est parfait. D'accord. Donc, je fais rapidement avec le fait que la mobilité locale est un enjeu écologique de premier ordre. Évidemment, vous le savez, mais je crois qu'il faut vraiment pas l'éluder rapidement. Quand on regarde ce petit graphique qui essaie de calculer les émissions de gaz à effet de serre, quand même un enjeu maintenant qui est vraiment dans les discours très présent, mais c'est pas pour rien. On voit que là, en mauve, hein, le secteur des transports est tout de même un contributeur premier. Hein, les calculs sont complexes. Là, on parle des activités qui ont lieu en France. Donc, ça veut dire que si vous achetez un ordinateur qui est fabriqué en Corée ou en Chine, vous allez aussi produire par là des gaz à effet de serre. Ils ne seront pas comptabilisés là-dedans. C'est un calcul, il y en a d'autres. Bon. Mais il faut quand même retenir que c'est le premier contributeur, hein, les transports, au gaz à effet de serre, à la production de gaz à effet de serre en France. Et en plus, ça augmente. Hein. Vous voyez là, vous avez 90, quand même le moment où on a commencé à avoir cette injonction de développement durable qui se généralisait. Et maintenant, on est à même plus de 30% maintenant. Donc, c'est quelque chose qui augmente hein, relativement à d'autres postes qui, eux, diminuent un peu, où il y a des efforts qui sont faits. Mais on a quand même beaucoup de mal à dépasser ça. Et dans ces 30%, la mobilité locale est un poste très, très important et le transport routier, c'est 95% en gros de toutes ces émissions de gaz à effet de serre. Donc évidemment l'avion, bien sûr, problème de demain, il sera trop tard demain pour s'en occuper, évidemment le transport maritime, mais la voiture et le transport de marchandises par camion, c'est un problème qu'on ne peut pas éluder. Alors, l'enjeu environnemental, juste peut-être aussi pour dire qu'en plus, en ville, on a évidemment cet enjeu local de qualité de l'air qui va rentrer en résonance en plus avec l'enjeu global du changement climatique. Parce qu'en ville, vous avez des questions de densité, vous avez des questions d'îlots de chaleur urbains qui font des réactions chimiques et qui font que la pollution de l'air est encore plus nocive pour les urbains qui sont dans des densités importantes. Donc ça pose tout un tas de problèmes en ville et une entrée en résonance vraiment des deux échelles de cet enjeu. Je passe un petit peu vite, regardez pas tout de suite. Simplement pour vous dire qu'effectivement, il y a bien sûr un enjeu économique. Hein, ça, je pense que Sébastien Bailleul en parlera mieux que moi. Un enjeu économique et un enjeu social, un enjeu d'insertion par l'économie dans la société. Là aussi, très rapidement, l'enjeu économique,
on associe développement économique et développement des mobilités, ce qui est en partie vrai. Il y a toujours ces courbes, là, je ne les ai pas mises, mais on a une courbe avec un parallélisme parfait entre la croissance des véhicules kilomètres, hein, de nos mobilités, et la croissance de notre PIB. Et au plan national, dans les pays occidentaux, ça marche très bien. Les économistes, hein, vous diront aussi que ce n'est pas parce qu'il y a un parallélisme que le lien entre les deux est totalement clair, et que notamment, et ça je pense que c'est là que les sciences humaines et sociales ont vraiment des choses à dire, ça n'est d'abord pas vrai pour tous les territoires. Si vous voulez, le lien n'est pas mécanique. Ce n'est pas parce que vous faites une infrastructure que vous allez avoir un développement économique de votre territoire. Et en plus, ce développement économique, il ne sera pas forcément très bien partagé. Et on construit énormément d'infrastructures, hein, de communication, de transport. Ça contribue certainement au développement économique. Mais en revanche, quand on parle d'accessibilité, hein, les gains d'accessibilité pour des catégories socio-professionnelles différentes, quand on essaie de comprendre comment, par exemple, les ouvriers profitent de ces gains d'accessibilité pour avoir accès à davantage d'emplois dans un pas de temps, je sais pas, en général, on met 30 minutes ou des choses comme ça, eh bien, leur accessibilité ne s'améliore pas. Celle des cadres s'améliore un peu, on pourra revenir là-dessus, il y a vraiment des études très intéressantes qui disent que faire des infrastructures, pourquoi pas, mais attention aussi à qui elles bénéficient, à qui elles profitent, parce que ces mêmes infrastructures, eh bien, elles vont totalement refaçonner les territoires. Et ça, c'est vraiment très important. Je vous ai mis des petits schémas là qui sont totalement théoriques, mais qui montrent qu'avec l'accroissement des vitesses, on a établi un lien théorique, hein, mais assez consolidé et fiable, entre la façon dont on se déplace, la vitesse avec laquelle on se déplace, et puis la forme de nos villes. Donc, on est passé, pour faire schématique, d'une ville pédestre, hein, avec une forte densité, mais aussi une forte mixité fonctionnelle, c'est-à-dire que vous avez sur un même territoire de l'habitat, des emplois, des commerces, etc. C'est ce qu'on appelle la mixité fonctionnelle. Une mixité sociale qu'il ne faut pas idéaliser, mais en tout cas, en termes de proximité, les gens partageaient le même espace, ça ne veut pas dire qu'ils se parlaient. Et puis, sont arrivés, par exemple, les transports collectifs qui ont commencé à permettre un premier desserrement. Hein, vous voyez que la population peut se permettre d'aller habiter un petit peu plus loin du centre-ville. Et enfin, l'automobile qui, elle, a façonné nos villes sous la forme de ce qu'on appelle la tache d'huile automobile. C'est-à-dire que l'espace est devenu à peu près ISO accessible. Hein. Vous pouvez, avec l'automobile, accéder à des endroits qui n'étaient pas, à partir du moment où vous construisez des routes, bien sûr, à des endroits qui n'étaient pas du tout accessibles avant. Et vous allez donc pouvoir accéder notamment à la propriété, éventuellement, de maisons un peu plus vastes. Donc ça, c'est encore un point très important sur lequel je voudrais vraiment insister, c'est que quand on construit une infrastructure, une autoroute par exemple, on va faire ce qu'on appelle un calcul je ne sais même plus le nom, mais un bilan socio-économique pour calculer l'utilité de cette infrastructure. Et comment ça marche? On va dire, voyons, combien de temps les gens vont économiser grâce à cette infrastructure qui permet d'aller vite. Et on dit, ce temps économisé, ils vont le réinvestir dans des activités productives ou bien en profiter pour faire plus d'activités, augmenter leur bien-être social, leur degré d'intégration. Ce n'est pas totalement vrai. C'est un schéma théorique, hein, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ne font pas plus de choses, n'économisent pas sur leur temps de transport. Hein, je vous ai dit qu'il y avait une forme de stabilité dans le temps de ce temps consacré au déplacement, mais ils vont habiter plus loin. Alors, ils en profitent pour avoir accès à un logement dans un espace qui leur convient. Le fait d'aller habiter en périphérie, c'est bien sûr lié au fait qu'on ne peut pas se loger dans les centres-villes exactement comme on voudrait, mais c'est aussi des espaces attractifs, hein, c'est un mode de vie attractif. Mais le problème, entre guillemets, c'est que à partir du moment où vous adoptez des modes de déplacement qui sont fondés sur la vitesse, la performance, et puis des espaces beaucoup moins denses, hein, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'entre cette ville pédestre et cette ville automobile, on a des densités divisées par 10, grosso modo. Eh bien, premièrement, vous compromettez énormément la desserte en transport collectif. Là, je raisonne purement mobilité. Ça n'est plus possible de desservir ces espaces périphériques qui ne sont pas assez denses. Et deuxièmement, en fait, le rapport, c'est un cercle vicieux ou vertueux, comme vous voulez, mais à partir du moment où vous utilisez la voiture, vous allez dans des surfaces commerciales qui vont compromettre la viabilité des petits commerces de centre-ville accessibles à pied. Et puis, le maillage de ces commerces va énormément s'élargir, vous en aurez de moins en moins, et vous êtes de plus en plus obligé d'aller loin
pour trouver ce dont vous avez besoin. Donc, on n'est pas forcément dans la production de kilomètres qui vous permettent d'accéder à énormément de choses en plus. C'est vrai en partie, mais c'est un petit peu ce que je disais pour l'accessibilité des CSP les moins favorisés. C'est que, en fait, ce gain d'accessibilité, parfois, eh bien, comme il correspond à une relocalisation de nos activités, de l'endroit où vous habitez, de l'endroit où vous travaillez, eh bien simplement, on vous demande d'aller plus loin pour faire la même chose. Donc, c'est pas unilatéralement, la mobilité, elle est vraiment dans une situation très ambiguë. En plus, il y a beaucoup de jugements de valeur dessus et je n'en suis pas exempte, donc voilà. Mais enfin, je ne m'exonère pas de ce travers. C'est vraiment quelque chose de très délicat à manipuler avec beaucoup d'idéologie, voilà, au sens pas forcément négatif, hein, mais et je voulais juste aussi finir par cette idée que tous les gens qui habitent là dans cette zone dont Antonella a parlé, qu'on appelle périurbaine, qui n'est pas forcément d'ailleurs très bien, c'est plutôt ces espaces-là. Hein. On est vraiment dans des univers très peu denses, très ruraux au plan paysager, mais pas du tout dans leur fonctionnement. C'est ce qu'on appelle les périurbains, et vous voyez que c'est une population d'un quart, voilà, c'est un quart de la population française, c'est quasiment autant que celle des villes-centres. On ne peut pas dire que le problème de la mobilité urbaine, c'est seulement celle des centres-villes, c'est aussi celle du périurbain. On laisse de côté le rural si on est sur la question urbaine, mais voilà. Et dernière petite image, là, donc c'est ces territoires périphériques qui sont caractérisés, pas forcément désagréables à vivre, hein, il n'y a aucun problème là-dessus, mais quand même caractérisés par des zones monofonctionnelles, ici de l'habitat, ici un hypermarché, là-bas une zone d'activité, des territoires monofonctionnels assez vastes, dispersés, séparés les uns des autres, que vous ne pouvez relier qu'avec un mode rapide et flexible, il n'y aura pas de transport en commun, donc la voiture, éventuellement le vélo, mais ça, on en reparlera. Ça dépend quand même d'une restructuration importante de ces espaces. Et puis, en plus, un réseau viaire qui n'a plus rien à voir avec la trame rurale qu'on pouvait avoir auparavant et qui est extrêmement hiérarchisé, qui impose de faire de gros détours, c'est-à-dire que vous n'avez pas ce maillage que vous avez dans les centres-villes traditionnels. Pour aller d'un point A à un point B, en général, ça a été calculé plus ou moins, ça vous prend 30% de plus que dans un centre-ville. La configuration du réseau n'est pas la même. Donc, c'est problématique pour tous les modes qui ne sont pas rapides, évidemment. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce d'interaction entre la façon dont on se déplace et nos territoires, et il faut en avoir conscience, parce que ce n'est pas seulement accéder à plus de choses que d'aller très vite, c'est aussi remodeler tout ce qui est autour de nous. Voilà, alors je continue un petit peu peut-être sur cette question de mobile égale favorisé, mais là-dessus, effectivement, c'est uniquement pour dire que c'est pas si simple que ça, mais Sébastien Bayeul on parlera beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, les SHS quand même attirent l'attention sur le fait qu'effectivement, plus on est riche, plus on utilise la voiture. Sauf, vous voyez là, une petite redescente dans les catégories les plus favorisées. Pourquoi? Parce qu'elles habitent dans des centres-villes et que donc elles ont la possibilité de laisser la voiture, parce que la dépendance automobile n'est pas toujours quelque chose de très satisfaisant. Donc il y a effectivement quand même un lien très net entre le revenu et le fait d'utiliser la voiture, mais est-ce que c'est parce qu'on a une voiture qu'on est riche ou l'inverse, hein, là évidemment c'est assez compliqué. Mais on a aussi une catégorie de gens qu'on appelle les hypermobiles précaires, qui sont des gens qui se déplacent énormément, dans une population où la mobilité n'est pas très bien partagée. Hein. On a en gros 17% de gens qui font aucun déplacement dans une journée de la semaine, là où a lieu l'enquête, et puis 22% des gens, je crois à peu près, qui vont faire plus de 5 déplacements, quand la moyenne est à 3,2, 3,4 en fonction des enquêtes. Donc, c'est mal partagé, mais on ne peut pas associer le nombre de déplacements à... on ne peut pas facilement, mécaniquement, l'associer à une vie économique et sociale forcément très riche. Et vous voyez d'ailleurs que, alors là, ce sont les déplacements professionnels, hein, c'est-à-dire que c'est les déplacements que vous faites en journée dans le cadre de votre travail. Eh bien, les personnes qui sont les plus diplômées ne sont pas forcément celles qui font le plus de déplacements en journée. Donc, il y a toute une catégorie d'hypermobiles précaires qui, en plus, ayant un accès difficile à l'automobile, sont par ailleurs des gens qui vont mettre énormément de temps à se déplacer. Mais voilà, on ne peut pas associer facilement la mobilité à quelque chose d'unilatéralement positif, de bien-être social, de bien-portance économique. C'est plus compliqué que ça. Je vais peut-être m'arrêter là. Ouais. Merci beaucoup, Marianne. On va laisser la parole à Sébastien Bayeul qui va nous présenter l'initiative WeMove et voilà, peut-être nous apporter des pistes sur comment essayer de tenir ensemble les différents enjeux économiques, sociaux, environnementaux, comment essayer d'avoir une mobilité plus inclusive pour les catégories de population dont vous venez de parler, qui ne sont pas les plus favorisées et qui sont des populations
qui peuvent être dépendantes au transport automobile qui est cher et polluant. Enfin, comment on peut essayer d'améliorer cette situation. Donc voilà, Sébastien Bayel va nous présenter les domaines d'action de WeMove. Gros défi dans le temps qui nous est imparti, hein. Merci pour l'invitation. Merci Marianne Théber pour la présentation. C'est assez intéressant et ça ouvre bien le sujet, effectivement. Donc, comme le disait Antonella Francini, moi je suis Sébastien Bayol, je suis directeur régional Île-de-France de WeMove. WeMove, c'est une association qui est née en 1995 à l'initiative de quelques étudiants. Pour ceux qui ont vécu cette période en 1995, on a vécu au mois de décembre des grandes grèves qui ont bloqué une bonne partie du pays, de l'Île-de-France notamment, et des étudiants de Nanterre qui, du coup, se retrouvent bloqués à ne pas pouvoir aller en cours. Et puis là, finalement, ça a créé une inégalité entre les étudiants qui se déplaçaient en transport en commun et puis ceux qui avaient à 18-20 ans déjà la voiture pour pouvoir venir sur la fac. Donc, ces petits étudiants se sont dit, tiens, si on trouve un système pour que ceux qui ont une voiture soient solidaires de ceux qui ne peuvent pas se déplacer parce que les transports sont bloqués. Et ils ont monté finalement un des premiers principes de covoiturage, même si ça date d'avant ça, mais en tout cas un covoiturage sans smartphone ni application, auto-organisé sur la fac de Nanterre. C'est comme ça qu'est né WeMove. À l'époque, ça s'appelait Voiture & Co. Et puis, ce groupe d'étudiants a finalement continué ses activités, ses actions, notamment sur le champ de… Quand ils ont continué à réfléchir aux actions qu'ils pouvaient mettre en place, ils se sont dit, il y a un enjeu autour de la voiture. Et quand on parle de la voiture, le premier enjeu dont on va pouvoir penser, c'est la sécurité routière. Notamment quand ce sont des jeunes et des jeunes qui sont amenés à pouvoir faire régulièrement la bamboche, comme on dit aujourd'hui, différentes soirées étudiantes, etc. Donc, Voiture & Co, finalement, a monté des sensibilisations au comportement à risque quand on prend la voiture dans le cadre de festivals, événements étudiants, etc., etc. Donc ça, c'est la base de l'histoire de WeMove, à l'époque Voiture & Co. Et puis, très vite, en fait, l'association s'est penchée sur le sujet de la mobilité au sens large, mobilité solidaire, mobilité inclusive, notamment il y a un chiffre en fait qui a frappé les fondateurs de l'association à l'époque, c'est que 7 millions de personnes en âge de travailler, donc soit 20% de la population active en France, ont rencontré des difficultés pour se déplacer, et il y a une personne sur deux en insertion qui a refusé un emploi ou une formation du fait de problèmes de mobilité et de déplacement. Partant de ce constat-là, ils se sont dit quelles sont les solutions, donc quels sont les freins qui amènent des gens à ne pas pouvoir accéder à l'emploi ou à la formation. Donc, quels sont les freins et quelles sont les solutions qu'on peut proposer. C'est comme ça qu'est né le métier de conseiller mobilité. Aujourd'hui, WeMove, c'est un réseau de 200 conseillers mobilité partout en France qui travaillent sur ce qu'on appelle des plateformes de mobilité. Les plateformes de mobilité, c'est, si on parlait des étudiants il y a 2 minutes, c'est à l'image des centres d'information et d'orientation quand on était au lycée, qu'on cherchait un peu sa voie. On savait qu'on pouvait aller dans cet endroit-là pour trouver toutes les ressources utiles pour trouver le BTS, la fac ou le BEP qu'on voudrait faire pour la suite. Là, une plateforme de mobilité, c'est le même principe. L'idée, c'est de se dire qu'aujourd'hui, et vous l'avez un peu dit, Marianne, il y a beaucoup de solutions qui existent. Les infrastructures sont là, mais les infrastructures sont souvent pas suffisantes. On sait qu'il y a des transports en commun. Encore faut-il les connaître, savoir les prendre, avoir les moyens aussi de les prendre. Un abonnement aujourd'hui en Île-de-France, c'est plus de 70 € par mois quand même. Et on sait que le budget, c'est le budget, enfin le deuxième poste budgétaire d'un ménage, c'est le transport. Il y a la voiture, mais pas que. Donc, l'idée d'une plateforme de mobilité, c'est de trouver toutes les ressources, voilà, toutes les informations avec des conseillers mobilité qui vont accompagner les personnes pour identifier les freins qui les amènent à ne pas pouvoir se déplacer, à avoir des problèmes de mobilité, et identifier les aides existantes ou créer des services pour pouvoir répondre à ces problématiques quand les aides n'existent pas. Donc ça, c'est le concept de WeMove. Notre idée, c'est vraiment d'accompagner les personnes les plus précaires vers une mobilité. Et depuis quelques années, forcément, la question sociale, elle s'est entrechoquée avec la question environnementale. Vous en avez parlé, Antonella, dans votre introduction, le mouvement des Gilets jaunes, une simple taxe carburant a amené un grand mouvement,
plus grand mouvement social en France depuis des années. En l'occurrence, l'objectif, c'est justement d'accompagner tous les plus précaires, tous les plus fragiles, en leur montrant qu'il existe des aides pour prime à la conversion pour la voiture, des aides pour la réparation d'anciens véhicules, des aides pour le transport, mais aussi des solutions qui peuvent être moins chères, l'autopage, le covoiturage, etc., etc. Nous, ce qu'on remarque en fait chez WeMove, c'est que les freins à la mobilité, le frein évident dont on peut parler, c'est le frein matériel. J'ai une voiture, je n'ai pas de voiture. Et ça, c'est souvent lié au financier. J'ai suffisamment d'argent pour en acheter ou pas. Mais finalement, un des freins principaux, c'est le frein psychosocial. C'est-à-dire qu'au-delà même de la dimension matérielle et financière, on se rend compte que les gens sont empêchés de se déplacer parce qu'ils viennent d'un milieu social ou d'un territoire où les problématiques sont telles que même avec le matériel et le financier, les déplacements sont rendus difficiles. Juste à titre d'exemple, aujourd'hui, il y a 26% des jeunes qui disent avoir peur de se déplacer. Alors, on a fait une étude sur les mobilités en 2019 et on doit la refaire là suite au Covid, mais typiquement, le frein psychologique, notamment à prendre les transports aujourd'hui, est important quand on sort d'une crise sanitaire et dont on connaît les conséquences que ça peut avoir sur la santé des personnes. Donc, la dimension psychosociale est vraiment importante à prendre en question. Et pour ça, du coup, finalement, les solutions, oui, il y a des solutions infrastructures, oui, il y a des aides financières, mais le travail de WeMove, il est plutôt pédagogique. Notre accompagnement, c'est de la formation, principalement. On va accompagner des personnes qui ont des difficultés linguistiques. Donc, c'est comment savoir apprendre à lire un plan, faire des mises en pratique de prise de transport en bus, etc. etc. C'est des freins aussi qui sont liés, on l'a dit, hein, la mobilité, on a un peu parlé du vélo. Le vélo, c'est la solution du moment, mais pourtant, ce n'est pas une solution évidente pour tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on n'habite pas tous en centre-ville, donc on n'a pas tous les pistes cyclables pour pouvoir se déplacer. Et puis, c'est surtout qu'on n'est pas tous à l'aise avec le vélo, d'autant plus quand on est dans un urbanisme, des infrastructures qui sont aujourd'hui encore orientées sur le tout-voiture. Donc, il y a vraiment un enjeu d'accompagner les personnes pour débloquer tous ces freins-là. Et en même temps, les dimensions structurelles d'infrastructure et de politique finalement de la ville, d'urbanisation, sont vraiment importantes. Nous, on ne va pas travailler sur ces aspects-là, même si on a travaillé notamment dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités à justement inclure la notion de mobilité inclusive dans le cadre de la loi. L'idée, c'est vraiment d'être au plus proche des personnes qui sont touchées par toutes ces problématiques-là. On travaille avec des structures, des CCAS, avec Pôle emploi, avec des missions locales auprès des jeunes, dans les quartiers politiques de la ville, etc. etc. Donc, l'objectif, en fait, c'est de créer un réseau de partenaires qui identifient des personnes que eux accompagnent pour nous les orienter et qu'on puisse nous-mêmes apporter notre aide financière, pédagogique ou matérielle. Pour pas aller trop loin encore dans la discussion et pouvoir laisser place aux questions, moi je pense qu'il y a un sujet qui est important pour l'Île-de-France et qui va toucher nombre de gens, et c'est là qu'on voit justement toute la difficulté de la transition écologique et tout en maintenant un enjeu de justice sociale, c'est par exemple les zones à faible émission qui sont mises en place en Île-de-France. Ces zones à faible émission, c'est une décision politique pour une raison écologique. C'est une bonne chose, c'est très important de le faire. Pour autant, ça va interdire à des voitures critères 5, critères 4, donc les plus polluantes, de pouvoir circuler à Paris et en petite couronne dès cet été et pour les années qui viennent. Qui aujourd'hui a une voiture critère 5
la plus polluante sont des voitures diesel qui ont souvent plus d'une dizaine d'années. Ce sont les plus précaires. Et donc, effectivement, un des risques des politiques écologiques telles qu'elles sont mises en place, s'il n'y a pas d'accompagnement des personnes pour faire comprendre l'enjeu écologique et les accompagner d'un point de vue social, alors on peut se retrouver dans des situations telles qu'on les a connues avec les Gilets jaunes. Donc, il y a aussi peut-être des solutions à trouver. Moi, je pense par exemple à la mobilité inversée, c'est-à-dire que, vous l'avez dit, c'est faire en sorte de remettre des services au cœur des villes périphériques, faire en sorte que finalement les déplacements ne soient pas imposés, mais au contraire que l'on puisse retrouver les services autour de chez nous, faire en sorte que le travail soit les bassins d'emploi soient autour de chez nous et non pas à plusieurs kilomètres. Et un dernier élément, là vous avez peut-être vu passer le rapport du GIEC aujourd'hui, l'urgence climatique, elle est là. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a une urgence à prendre en considération, la mobilité dans un tout. Et c'est ça où je pense que le travail que vous faites de recherche comme vous le faites, Marianne Tréberg, est intéressant parce qu'effectivement, il y a une dimension systémique à tout ça. Voilà, et à notre niveau, dans l'accompagnement du quotidien auprès des 15 000 personnes qu'on a accompagnées l'année dernière. C'est ce qu'on essaye aussi d'amener, un aspect sensibilisation, information et accompagnement social pour trouver des solutions concrètes vers des mobilités douces et durables. Merci Sébastien et merci beaucoup Marianne pour vos explications. On va maintenant passer aux questions de nos spectateurs. Il nous reste une petite vingtaine de minutes. À vous qui nous regardez, je vous rappelle que vous pouvez poser les questions par écrit dans le chat sur Zoom ou bien sur les commentaires du live sur Facebook. Vous pouvez aussi lever la main sur Zoom en demandant la parole et on peut vous laisser poser les questions de vive voix à nos invités. Voilà, donc s'il y a une courageuse ou un courageux qui souhaite commencer, allez-y. Sinon, j'ai aussi quelques petites questions dans mon sac. Je regarde sur Facebook si on a des questions. Bon, je vais peut-être commencer, me lancer. Comme on s'adresse principalement aux habitants de la ville du Kremlin-Bicêtre et peut-être de la Petite Couronne, j'allais vous demander quelles étaient les problématiques spécifiques pour les habitants de cette Petite Couronne de Paris par rapport aux habitants du centre ou aux habitants des périphéries plus éloignées. Je ne sais pas qui veut commencer. Alors, je fais jouer mon statut féminin. Je prends la parole, c'est un peu old school. Alors effectivement, j'ai pas eu trop le temps d'en parler, mais c'est vrai que quand les chercheurs et les politiques essayent de définir des cibles, on est tout de suite soit dans les centres-villes parce que c'est là que les choses sont le plus faciles à faire évoluer. Et elles ont déjà en fait énormément évolué. Et je pense qu'elles vont continuer à le faire pour différentes raisons, à la fois politiques et liées à la crise aussi. Il y a des côtés très négatifs, mais c'est aussi des opportunités d'avancer. Donc, les centres-villes, en fait, en termes, si on regarde gaz à effet de serre, mais c'est quand même un aspect du problème, la transition est déjà un peu en marche et ça, c'est encourageant. La population périurbaine, je vous disais, c'est 25% à peu près. Les banlieues, en gros, c'est 35%. Donc, là, il y a d'énormes gisements. Si on regarde simplement en termes de cibles, là, il y a énormément de gisements pour arriver à réduire les gaz à effet de serre. Le problème, c'est qu'on est tout de suite dans des densités qui ont déjà chuté par rapport au centre-ville, c'est assez fort, et dans un maillage qui n'est plus du tout le même. Donc, le gros enjeu dans les banlieues, c'est de développer les déplacements qu'on dit de rocade, c'est-à-dire que vous avez des lignes radiales qui vous permettent d'aller vers le centre-ville, mais ce n'est pas nécessairement là que vous avez un emploi, surtout quand cet emploi n'est pas très qualifié. Des déplacements de rocade, des déplacements, des desserts de zones d'activité aussi. Alors, effectivement, là, tout le travail de diversification des solutions de mobilité ou de mise en visibilité que fait WeMove est extrêmement important, parce que là, c'est un vrai apprentissage de savoir l'autopartage, le covoiturage. L'autopartage, de toute façon, ce n'est pas rentable financièrement pour tous les jours, mais bon. Moi, je crois, c'est vrai, pas mal au vélo. Mais comme vous le disiez très bien, ça suppose de faire de la place. C'est-à-dire que moi, je ne prends pas le vélo si j'ai des voitures à côté qui vont, alors là, ce serait 50 en ville, mais et même dans le périurbain, je crois un peu au vélo, mais ça suppose que les voitures ralentissent.
Donc, je pense que la banlieue, je conclue là-dessus, elle a vraiment une carte à jouer. Et là, on le voit avec l'appétit pour les espaces verts qui a été révélé par la crise, l'appétit pour des densités un peu moins fortes, l'appétit pour des zones où on a vraiment des commerces de proximité, des choses comme ça. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle souffre de la concurrence des grandes surfaces périphériques. Très important. Il faut qu'elle maintienne un tissu urbain avec des ressources urbaines de proximité et il faut travailler sur les quartiers de politique de la ville comme le fait WeMove, pas seulement en permettant à leurs habitants de sortir, en leur mettant une ligne de tramway, ce qui est déjà très bien, mais effectivement les freins psychosociaux, comme vous le disiez, sont importants. Il faut aussi remettre un maillage de commerce et de services. Ça, là-dessus, je vous rejoins totalement, c'est essentiel, quoi. Je vais compléter, même si on est d'accord. Après, oui, effectivement, si on prend certaines catégories de personnes, ce qu'on voit, et on l'a vu pendant la crise sanitaire, qui étaient en première ligne, sont les emplois les moins qualifiés finalement, mais on s'est rendu compte que c'était peut-être les plus utiles. En tout cas, c'est les moins valorisés, malheureusement, dans notre société. Et généralement, ce sont des emplois qui sont parfois, souvent, très souvent, sur des horaires décalés. Donc, si on prend juste cet exemple-là, nous, ce dont on se rend compte, c'est que quand on travaille en horaire décalé, qu'on est infirmier, on est éboueur, on est caissier, on doit se lever à 5 heures du matin, et qu'on sort d'un centre urbain où, effectivement, là, on a la possibilité d'avoir soit des transports très tôt, soit prendre son vélo parce qu'on sait qu'on ne sera pas sur une nationale où les voitures passent à 80 km/h, bah, du coup, c'est compliqué de se déplacer. Donc, des gens qui sont en périphérie, dans des zones avec moins d'infrastructures et moins de transports en commun, se retrouvent complètement bloqués. Et du coup, la seule solution qu'il leur reste, c'est la voiture. Sauf que la voiture, déjà, il faut avoir son permis de conduire. Le permis de conduire, ça a un coût. C'est long à passer. En moyenne, c'est près d'1 an pour passer son permis de conduire. Et c'est incertain. C'est-à-dire que même si on essaye d'aller au bout, on n'est pas sûr de l'avoir. Ensuite, il faut acheter le véhicule. Le véhicule, on va se retrouver avec des véhicules d'occasion. Des véhicules d'occasion, ça veut dire quoi ? Plus de réparations, plus de frais. Ça pèse plus sur le budget. Donc, nous, ce dont on se rend compte, c'est que finalement, dès qu'on sort du centre-ville ou vraiment des villes limitrophes, la seule solution aujourd'hui, malheureusement, c'est la voiture. Et quand on fait le lien avec l'écologie, la voiture, c'est l'impact premier sur effectivement les gaz à effet de serre. Donc, en fait, on est dans un cercle vicieux qui fait qu'on ne peut pas s'en sortir si on considère le transport, les mobilités comme uniquement le transport, et si on considère que le transport n'est pas connecté aux autres enjeux de la vie en société, de nos sociétés, que sont l'emploi effectivement, les bassins d'emploi, les services, la santé, etc. etc. Donc, voilà. Et quand je parlais de la ZFE, pour le coup, je pense vraiment que ça va avoir… on voit d'ailleurs, alors là, c'est plutôt les associations d'automobilistes qui ne sont pas contents, mais il y a certainement un risque pour que des personnes se retrouvent vraiment en difficulté. Et du coup, même avec les primes qui existent, ou certaines solutions, ça ne sera pas suffisant. Donc, il y a un vrai tournant, un vrai virage, sans mauvais jeu de mots, à prendre sur ces questions-là. Merci beaucoup. On a une première question d'un spectateur qui nous regarde depuis le début de la conférence, Lagrange, qui nous dit « Quid de la gratuité des transports pour permettre l'accès aux différents lieux ?» Si je peux rebondir très vite là-dessus, pour WeMove, la mobilité, c'est un droit. Voilà, ça doit être un droit inscrit, un droit pour toutes et tous, tout comme le droit à une alimentation saine, tout comme voilà, le droit à un logement, etc., etc. Il y a le droit à la mobilité. L'enjeu politique, sociétal, etc., c'est bien de se dire que si c'est un droit, la mobilité doit être considérée comme un enjeu d'intérêt général, d'intérêt pour tous. Et aujourd'hui, malheureusement encore, il est plutôt pris sous le prisme d'une dynamique de rentabilité économique. On l'a vu sur certaines lignes de train qui ont disparu au fil des années. La France était un des pays où le réseau de train était le plus développé. Et petit à petit, pour des questions de rentabilité, alors ces lignes ont disparu. Les transports en commun du quotidien, de mon point de vue, à vérifier si WeMove le partage complètement, mais en tout cas, je pense que c'est vrai que la gratuité serait une solution.
parce que même avec les aides, ça reste encore un point important et pas suffisant. Donc, Alors, je suis sans doute d'accord à 90%, si ce n'est que moi, je verrais une gratuité ciblée. Je pense qu'il y a des réseaux dans lesquels les recettes sont quand même essentielles pour maintenir une qualité de l'offre. Et là, avec la chute de la fréquentation, ça va être assez difficile. Et moi, par exemple, je peux payer mon transport collectif et voilà, je suis d'accord, c'est un droit. Bon, voilà, je suis plutôt pour des réductions indexées sur, mais pas effectivement seulement sur l'âge ou effectivement certaines incapacités, ce qui est déjà très important, mais plutôt sur le fait qu'on soit en recherche d'emploi. Et ça dépend des tarifs, des politiques tarifaires. Et comme c'est géré par des AOM, enfin des autorités organisatrices de la mobilité qui n'ont pas forcément à avoir les mêmes décisions dans certains endroits, il y a un problème d'équité qu'il faudrait peut-être, oui, ça pourrait être une politique nationale, mais bon, c'est à discuter. Donc, merci beaucoup pour ces réponses pour Lagrange. Je vous le répète, vous pouvez poser nos questions par écrit ou en levant la main à nos invités. En attendant d'autres questions, il nous reste une dizaine de minutes. J'avais une autre question pour nos invités. Est-ce qu'il y a des grandes villes dans le monde, pas nécessairement en France, mais qu'on peut regarder comme des références en ce qui concerne la mobilité urbaine, qui ont un système qui fonctionne bien et qui arrive à équilibrer les enjeux économiques, sociaux, environnementaux et qui est inclusive? Est-ce qu'il y a des villes qui s'en sortent mieux que d'autres? Sébastien, vous voulez Non, allez-y, je vous en prie. Ouais, je dirais que, alors je ne connais pas tout, hein, loin, vraiment très très loin de là. Je dirais que non, il n'y en a pas. Alors, à titre, dans le milieu de la recherche en urbanisme, on s'inspire souvent de l'exemple allemand. C'est un archétype qui en fait ne se retrouve pas tel quel sur le terrain. En fait, il faut prendre des petites choses par-ci par-là. Il y a des choses bien, par exemple, vous avez des villes allemandes où effectivement la part du vélo est très importante, mais la part des transports collectifs peut être basse. Donc, et puis d'autres où en fait la part du vélo est basse, comme chez nous. Et c'est vraiment pour moi, c'est très contextualisé. Ça dépend d'une politique qui a su lier intelligemment, parce qu'il ne faut pas non plus faire du bourrage urbain et construire, faire des zones d'extrême densité qui vont être poussoirs ou qui vont être chères et qui vont chasser les catégories populaires qui étaient là. Un autre problème, vous augmentez l'accessibilité, s'il n'y a pas de politique du logement, bah voilà, c'est toujours pour les mêmes. Donc, ça dépend d'une coordination urbanisme-transport sur le long temps, et c'est vrai que ça en Allemagne, il y en a un peu. Moi, je pense que c'est aussi une attention à l'espace public. Il faut que ce soit l'espace public, ça doit être beau, et ça doit être agréable, ça doit être soit verdoyant, soit minéral, mais il faut que ce soit agréable à fréquenter et pas forcément juste pour circuler. Et bon, j'ai envie de dire on peut dire Barcelone, hein, c'est pas très original, mais à Barcelone, il y a une politique de transformation de l'espace public. D'ailleurs, l'adjoint, rien à voir, mais l'adjoint à Paris ne s'appelle plus l'adjoint mobilité, mais à la transformation de l'espace public. Donc, on a vraiment fait ce lien sur une qualité d'espace public qui doit être agréable à fréquenter et à ralentir. Il y a un autre exemple aussi, ouais, qui peut être intéressant parce que c'est un peu surprenant, c'est aux États-Unis, à Portland. Portland qui était une ville plutôt industrielle, justement avec une forte densité périurbaine, monde ouvrier, etc. Et qui, dès les années 70, a vraiment pris en considération cette question-là et a développé tout un plan d'investissement, notamment sur les transports en commun, sur les vélos, enfin sur infrastructure vélo et donc pratique du vélo. Et ça s'est traduit, là concrètement, je ne sais pas s'ils sont encore bons, mais ça a été daté de 5 ou 10 ans. C'est à peu près, à Portland, on utilise la voiture 20% de moins que dans les autres grandes villes des États-Unis. Donc, il y a une utilisation beaucoup moins importante de la voiture que dans les autres villes. Et ils ont réduit en l'espace de 15 ans, je crois que c'est de l'ordre de 10 à 15% leurs émissions de CO2 et de gaz à effet de serre du fait de leur politique active sur cette question de mobilité. Et je crois aussi que des villes comme Copenhague au Danemark, par exemple, les pays du Nord,
ont vraiment une posture très proactive. Alors, on est souvent aussi à parler de la Hollande avec ces bicyclettes hollandaises, mais c'est vrai que du coup, dans certains pays de nord de l'Europe, et je pense à Copenhague, à qui on en parle moins, il me semble que c'est près d'un habitant sur deux qui fait ses déplacements du quotidien pour aller au boulot ou à l'université en vélo, par exemple. Donc, il y a quelques bonnes initiatives, effectivement. Mais on voit que c'est surtout des plans structurels, c'est sur des dizaines d'années pour faire aussi aller au changement de comportement. Hein. C'est tout l'enjeu. L'enjeu environnemental, il est là aussi. C'est nos changements de comportement à nous, à titre individuel, mais aussi à la sphère publique, l'État et aux entreprises, aux grosses entreprises. Donc tout ça, ça se fait forcément sur un temps long, même si l'urgence est là. On a deux nouvelles questions de Lagrange. Le Grand Paris, avec toutes les lignes en construction ou qui sont allongées, arrangera-t-il les choses? C'est sûr que ça aura un impact. Enfin, clairement, là, vous l'avez dit, Marine, juste avant, sur l'autre question, aujourd'hui, on a des transports qui viennent de l'extérieur vers Paris ou de Paris vers la banlieue. Et un des gros manques aujourd'hui des infrastructures de transport en commun, c'est bien le transport entre départements limitrophes à Paris. Donc, la proposition qui est faite dans le cadre du Grand Paris, je pense que ça va avoir un impact positif parce qu'on voit bien que les mouvements de personnes ne sont pas uniquement banlieue Paris. Pour les bassins d'emploi sont tout autour. Il y a plus de 25 bassins d'emploi en Île-de-France. Bien sûr, Paris en est un, mais il y en a 24 autres. Et donc, je pense par exemple aux aéroports, Roissy-Charles de Gaulle et Orly. Alors même si, bon, d'un point de vue écologique, mais en l'occurrence, ce sont deux vrais bassins d'emploi. Aujourd'hui, aller jusqu'à Orly ou à Roissy, c'est encore parfois difficile quand on ne vient pas de Paris, en fait. Et quand on est proche des aéroports, c'est là où c'est parfois le plus compliqué. Donc, du coup, effectivement, ça aura un impact positif très clairement. Très clairement. Oui, je pense que ça va totalement dans le bon sens, avec le petit bémol qui est que si on ne contrôle pas ce que les gens font de ce gain d'accessibilité et qui s'ils se relocalisent, parce qu'il n'y a pas que la voiture qui qui refait la ville. Il y a aussi les transports en commun et ça peut être pour le meilleur. Hein, je veux dire, avoir une petite déconcentration groupée, comme on dit, avec des zones de proximité bien structurées dans un cadre vert, c'est très bien. On ne peut pas mettre tout le monde au même endroit et ça renchérit les prix et ça a des effets d'éviction. Mais si on ne contrôle pas, alors là, comment faire? Voilà, c'est là que s'arrête ma leçon. Je vais poser une dernière question. On va bientôt arriver à la fin de notre horaire et on va libérer les gens qui nous regardent pour aller regarder France-Portugal. Lagrange nous demande, j'ai aussi entendu parler récemment d'une offre couplée transport en commun et vélo. Est-ce que ça peut être une solution? Un des constats qui est fait, c'est qu'effectivement, principalement, on va utiliser un mode de transport. Enfin, en tout cas, on va être habitué à je prends la voiture et je ne prends que ma voiture. Et une des solutions, c'est ce qu'on appelle la multimodalité. Donc, utiliser différents modes de transport pour se rendre d'un point A à un point B, notamment pour éviter d'utiliser un véhicule polluant tel que la voiture seule dans ses embouteillages. Donc, la solution, et c'est vrai que là, il y a un enjeu. Alors, je ne sais pas de quelle offre on parle exactement, mais en l'occurrence, l'objectif, c'est bien de montrer qu'on peut combiner transport en commun, vélo, covoiturage, autopartage, selon le besoin du moment, selon l'objectif de son déplacement, selon la distance aussi. Donc, c'est vraiment viser à accompagner les personnes à aller vers une multimodalité des déplacements. Ouais. Oui, tout à fait. Il y a l'enjeu de l'intermodalité, donc qui serait alors là de ramener le vélo à la gare pour prendre les transports en commun au lieu de venir en voiture. Bon, ça, c'est parfois un peu compliqué parce que la SNCF n'a pas forcément envie d'avoir des vélos ou la RATP d'avoir des vélos dans ses wagons. Il y a d'autres arbitrages, bien sûr, mais en termes de place, bon, les transports en commun sont un peu moins saturés depuis quelques temps, donc pourquoi pas. Mais ça peut être des vélos en libre service. Il y a aussi l'enjeu de multimodalité qui serait plus large au sens où tous les jours, on n'est pas obligé de prendre le même mode
pour le même trajet. Et ça, les enquêtes jusqu'ici étaient un peu aveugles à ces phénomènes parce qu'elles enquêtent un jour de la semaine. Mais quand on regarde sur la semaine, on se rend compte que les gens ont des pratiques très variées. Enfin, les gens. Il y a une proportion de gens plus importante que ceux qui font de l'intermodalité d'ailleurs, qui ont des pratiques qui varient d'un jour sur l'autre. Effectivement, leur donner un bouquet de services, c'est une des solutions. Il n'y en a pas une seule, mais en tout cas, ça fait partie du bouquet de solutions. Alors, si nos invités ont encore 5 minutes, on a une question sur Facebook qui pourrait nous permettre de clôturer la conférence. On a 5 minutes. Oui. Donc, c'est Hakim Mamouni qui nous demande « Bonsoir, auriez-vous des informations sur le développement des bornes de recharge électrique dans les quartiers populaires où nous retrouvons un très grand nombre de véhicules thermiques ?» Des informations concrètes, non. Je sais que effectivement, c'est pour le coup un marché en développement. On le voit depuis de plus en plus, les constructeurs se tournent vers l'électrique et font des offres. Alors pour le coup, il y a des offres pour changer son véhicule du thermique à l'électrique. Après, effectivement, pour le coup, les infrastructures au sein des villes ne suivent pas encore. C'est-à-dire que là, on voit un boom de la voiture électrique et pour autant, derrière, en termes d'emplacement de recharge, pour le coup, c'est pas encore tout à fait ça. Après, des infos plus concrètes, pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont sur ce créneau-là et qui essayent de développer effectivement de plus en plus et partout en France ces bornes électriques pour les véhicules. Je n'ai pas d'infos là-dessus. Effectivement, c'est un peu toujours la même chose, c'est qu'il y en a un certain nombre de services qui se concentrent dans les villes-centres. Et bon, voilà, là, alors qu'en périphérie, c'est peut-être là qu'elles auraient le plus d'utilité. Enfin, ils auraient le plus d'utilité, mais il y a des facteurs. Oui, c'est pas des zones. Tant que la puissance publique ne vient pas avec une délégation de service public imposer certains cahiers des charges, l'initiative privée reste là où elle estime que c'est rentable. Et Oui, c'est ça. Ou après, c'est des expérimentations. Enfin, je vois que nous, par exemple, chez WeMove, on a déposé un projet contrat impact social. Donc, l'idée, c'est de faire financer le projet par des entreprises, justement. Et selon le résultat du projet, si on montre que le projet a un impact positif, alors là, c'est des fonds publics qui viennent contribuer. Et typiquement, l'idée, c'est de monter tout un pôle de mobilité en Seine-et-Marne, dans un endroit très rural pour expérimenter ces différents modes de mobilité, qu'on ait des services d'autopartage, de covoiturage, des bornes justement pour les voitures électriques ou des vélos électriques à disposition, un espace tiers-lieu avec des services, avec des espaces de coworking pour finalement que toutes ces problématiques dont on parle depuis tout à l'heure, les solutions soient concentrées concentré et dispatché sur différents bourgs d'un territoire rural. Et ça fait partie, à mon avis, des solutions à terme, c'est-à-dire que c'est aussi expérimenter ces choses-là pour pouvoir répondre à toutes ces problématiques. Ouais. Oui. Alors, juste pour conclure là-dessus, il y a un gros enjeu de réglementation aussi, parce qu'effectivement, les expérimentations dans les périphéries, on en a vu autour de Mantes-la-Jolie, de choses comme ça. Mais après, quand c'est fini, il faut tout déposer parce qu'il y a des questions de concurrence, de loi, mais éventuellement européennes qui m'échappent totalement, mais qui sont quand même des blocages vraiment très contre-productifs. Voilà. L'expérimentation, et c'est important, avec les pistes cyclables aussi. J'en profite juste pour dire que si vous voulez donner votre avis sur les pistes cyclables, vélotactique.org, il y a un petit questionnaire avec mes collègues chercheurs qui essayent de savoir qui utilise les pistes et si ça se passe bien ou pas. Donc, Vélotactique en un seul mot. Voilà. Il fallait que je le place. Eh ben, merci beaucoup Sébastien et Marianne. Nous arrivons à la fin de la conférence. Ça fait bientôt 1 heure qu'on est ensemble et on va libérer nos spectateurs et nos invités. Je vous rappelle que les assises de l'écologie populaire de la ville du Kremlin-Bicêtre se poursuivent jusqu'au 27 septembre. Et le prochain rendez-vous aura lieu mercredi prochain, le 30 juin, à 20h30 cette fois-ci. La thématique, ce sera comment faire cohabiter nature et habitat en ville. Et je serai en compagnie du paysagiste Michel Pénat, inventeur du concept de ville-paysage, et de Anna Kremnitzer,
qui est architecte urbaniste, spécialiste du développement durable et des logements durables. Je remercie à nouveau nos invités, Marianne et Sébastien. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous ce soir et merci pour toutes vos explications. Et merci à vous qui nous avez suivis ce soir. Une très belle soirée à tout le monde. Merci Merci beaucoup. beaucoup.